Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. En plus, Avec je me souviens plaisir. que vous étiez là pour la première de Polonium. Vous étiez jeune entrepreneur, vous vous lanciez dans un projet d'arbres éoliennes. Vous aviez jamais coupé avec la politique en fait, ou à cette époque-là, vous pensiez vraiment que... Non. Non, j'ai jamais vraiment coupé. Je suis resté un citoyen engagé, mais un citoyen vivant au milieu des Français. J'avais fait un choix radical, c'est de ne plus vivre de la politique. Parce que ça détruit le cerveau de ne faire que ça. Vous savez, quand vous êtes dans la majorité, vous dites toujours oui. Donc la partie du cerveau qui a envie de dire non n'a plus le droit de parler. Elle est inerte. Et inversement, vous êtes dans l'opposition, vous dites toujours non. Vous ne savez plus dire oui. C'est appauvrissant. Et pour moi, dès 2012, quand je suis entré au gouvernement, j'ai décidé de ne pas en représenter à l'élection législative. C'était mon dernier mandat. 15 ans à l'Assemblée nationale, je ne voulais pas y retourner en cas d'échec gouvernemental pour ma part. Mais là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce passage dans, on va dire, dans la vie civile vous a apporté de la liberté. Or, je me souviens de 2011, la primaire, vos 17%, vous étiez celui qui bousculait un petit peu le paysage de la gauche. Vous étiez l'incarnation de la démondialisation, ou en tout cas d'un discours autre sur la mondialisation. Est-ce que vous ne courez pas le risque, là, aujourd'hui, dans ce contexte de primaire très particulier, de vous normaliser ? J'ai envie de dire que mes idées sont devenues dominantes. Moi, je n'ai pas changé. La démondialisation telle que vous la preniez en 2011, elle est devenue dominante ? Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vois à quel point le Made in France, par exemple, que j'ai contribué à populariser, c'est l'esprit de la marinière, lorsque j'étais à Bercy, est devenu une sorte de cause nationale transpartisane. Tout le monde est d'accord. D'ailleurs, au salon, il fallait relocaliser les échanges, quoi. Relocaliser la production. C'est le circuit court des écologistes. Oui. C'est le patriotisme économique qui existe aujourd'hui dans la carte bleue de chacun. Les gens vont voter avec leur carte bleue en disant attention, je regarde quand même où c'est fait. Et je ne peux pas faire un pas dans un magasin sans que le vendeur, la vendeuse dit à cause de vous, M. Montebourg, on nous demande du Made in France. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup. Je dis comme ça va vous amener à le faire. Mais ça, on peut s'en réjouir. Mais simplement, dans le discours que vous tenez aujourd'hui, il y a cette dimension aussi, vous aspirez quand même à être président de la République. Il va falloir aller discuter avec nos partenaires européens. C'est pas seulement produire en France, c'est aussi organiser tous les échanges autour. Jusqu'où vous êtes prêt à aller sur l'Europe ? Parce que sur ce discours-là, on ne vous interroge jamais, on ne vous pousse jamais dans vos retranchements. Vous avez dit « je veux aller casser la vaisselle à Bruxelles ». Ça veut dire quoi exactement ? C'est une formule qui a le mérite d'avoir été retenue. J'en suis heureux. Ça veut dire exactement la chose suivante. Il y a un bloc conservateur aujourd'hui qui ne veut rien changer de l'Union européenne, dont le leader est plutôt l'Allemagne et qui a perdu un allié à cause du Brexit, qui était l'Angleterre. Et il y a tout un tas de pays qui sont essorés par l'austérité et qui demandent un leadership alternatif pour un autre chemin dans la zone euro. Ils sont nombreux. Ils n'ont pas pu, à cause de l'abandon du discours du Bourget par François Hollande, finalement trouver un débouché à leurs préoccupations. Mais ce sont des grandes puissances de la zone euro. L'Italie, l'Espagne en font partie, mais pas seulement. Portugal, la Belgique Grèce, et combien d'autres. Et de ce point de vue, il y a pour moi la nécessité de bâtir un bloc des réformateurs radicaux de l'Union européenne face au bloc conservateur pour engager ce que... C'est l'esprit imagé de cette formule de la vaisselle à Bruxelles, engager le rapport de force. Pour moi, il n'est pas interdit, entre amis et partenaires, d'engager un rapport de force nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a jamais fait. Non, bien sûr, mais ça veut dire Roosevelt quoi, avait dit engager un rapport de force ? Vous êtes prêt à aller jusqu'à dire, si c'est non, on s'en va ? Non, je dirais, si c'est non, écoutez, nous bloquons toutes les décisions en attendant que les choses s'améliorent. D'accord. Donc, ça s'appelle une minorité de blocage, d'ailleurs, dans les traités. Vous prenez le risque de faire exploser l'Europe ? Non, pas la faire exploser. Vous dit, c'est que ça va faire exploser l'Europe. Non, ça ne va pas faire exploser l'Europe. Ça va réformer l'Europe, au forceps. Pourquoi ? Parce que dans les traités, la minorité de blocage, c'est-à-dire la possibilité d'agir, est fixée à 35% de la population, je crois 4 pays. Donc on les a, en vérité. Et j'approuve la position d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, quand il dit « stop ». On arrête les élargissements, la production de normes, on n'en peut plus, tout ça, ça donne de l'urticaire au peuple. On écoute ce que disent les peuples, et l'essentiel des peuples veulent
avoir une construction européenne qui ressemble à leurs aspirations. De même, vous nous dites, il faut en finir avec Schengen, ça ne marche pas, c'est un échec. Je renégocie Schengen. Là aussi, pour moi, ça fait partie. Parce que renégocier, tout le monde dit, on va renégocier Schengen, on va renégocier les traités. En quoi vous pouvez nous garantir que vous irez au bout de la négociation? Mais parce que Schengen, ça ne marche pas et que les États membres ont rétabli des contrôles. Jusqu'à présent, ça ne marchait pas et on a toujours continué. Les États membres ont rétabli aux frontières nationales un semblant de contrôle sur les passages, l'importation, l'exportation des terroristes, en quelque sorte. Donc, il va bien falloir que, sur les 400 points de passage avec la Belgique, par exemple, le Thalys, l'autoroute, nous soyons capables de contrôler nos entrées sur le territoire. Donc, vous nous mettez des gardes-frontières? Je demande, et je crois qu'il y a une clause qui permet de s'excepter de Schengen pour une durée déterminée, oui, bien la sûr, renégociation de Schengen, pour que nous ayons, oui, c'est vrai, pour que nous ayons les deux. Nous avons besoin de contrôle européen aux frontières européennes, ça c'est nécessaire, c'est une passoire, nous le savons, regardez ce qu'en pensent l'Italie et la Grèce, et nous avons besoin, dans les cadres des frontières nationales, d'obtenir la possibilité, de façon aléatoire, quand nous en avons besoin face à une menace qui est imprévisible, qui s'appelle le terrorisme, de reprendre le contrôle à nos frontières. Et cela n'est pas anti-européen. C'est une manière de dire aux Européens que nous avons l'intelligence de partager les compétences entre les États membres et le niveau fédéral. Il y a une chose qu'il faut que vous m'expliquiez, parce que là, je vous suis totalement, et pourtant vous avez expliqué cette semaine dans Libération que vous n'étiez pas souverainiste. Alors, pardon, mais le souverainisme, moi, je m'en réclame. Pourquoi? Parce que je défends la souveraineté du peuple, c'est-à-dire la possibilité pour le peuple de décider de son destin. Et ça passe par la souveraineté de la nation, c'est-à-dire la possibilité de ne pas être entravé par des choses qui vont empêcher un peuple de décider de son destin. Ça vous parle pas? Non, mais pourquoi je ne suis pas souverainiste? Parce que je suis d'abord européen et que j'ai besoin qu'une Europe qui aujourd'hui est une immense paralytique, oui, qui non seulement est paralysée dans ses politiques communes, en plus paralyse les États membres. Donc il n'y a plus de souveraineté nationale et pas de souveraineté efficace sur le plan partagé. L'Europe, qu'est-ce que c'est devenu? Une machine à appliquer des règles archaïques, des règles stupides, des règles malheureusement absurdes parfois. Et je préfère que, plutôt qu'on applique des règles, on fasse des choix sur la politique migratoire, sur le contrôle de nos entrées et de nos sorties, sur la question fondamentale de la croissance, de la lutte contre le chômage. Nous ne sommes pas, nous, tenus par les obsessions allemandes. Ça ressemble beaucoup à du souverainisme sans assumer le mot, mais pourquoi voulez-vous que j'assume le mot? Puisque je suis prêt à dire avec vous que le mot de souveraineté est magnifique, il vient de la Révolution française. Exactement. Lorsque les peuples, le beau mot de souveraineté peut donner lieu à des utilisations différentes. Moi, je suis pour qu'on répartisse clairement la souveraineté des États membres et la souveraineté partagée. Moi, je suis d'accord aussi. Il faudrait européen. juste qu'on puisse discuter de qui sont les États membres avec qui on s'entend. Est-ce qu'on garde le périmètre à 28 ou à 27 maintenant qu'il n'y a plus l'Angleterre? Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais j'ai l'impression tout de même que, d'abord, on vous interroge très peu sur ces questions-là et sur d'autres aussi qui sont les questions de société. Et que vous-même, vous n'y allez pas beaucoup. C'est-à-dire que vous avez exposé votre programme économique, vous appuyez sur ces questions-là, vous voulez être le candidat de la feuille de paye, etc. Et c'est tout à fait légitime. Mais il y a d'autres sujets qui inquiètent beaucoup les Français. Pourquoi vous n'y allez pas? Parce qu'il ne faut pas fâcher sur ces sujets-là? Non, j'y vais d'ailleurs. Et j'ai une position sur le terrorisme, sur la laïcité, sur la sécurité, si c'est ça qui vous préoccupe, sur la politique étrangère. Et je dois vous dire que ce n'est pas une timidité de ma part. Bon, ça me rassure. C'est un choix de faire campagne sur l'essentiel. Comment la France va se remettre au travail? C'est d'abord ça le sujet. Et comment dans ce pays, on va se remettre à faire des projets? Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Je suis d'accord. Moi aussi. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire l'abstraction sur ce sujet qui est quand même crucial aujourd'hui? Comment on garantit la protection des Français et pas seulement la protection économique? Comment on les protège d'un danger? Il y a beaucoup de pays européens qui ont été durement touchés par le terrorisme. La Grande-Bretagne a connu l'IRA, l'Espagne a connu l'ETA, l'Italie, les Brigades Rouges. Les dégâts ont été considérables. Tous ces pays ont organisé, se sont réorganisés. Et je voudrais vous dire que
sur la façon dont nous devons organiser la protection des Français. Il est normal que nous cherchions toujours à améliorer les choses. Pourquoi y a-t-il autant de services de renseignement? Pourquoi y a-t-il autant de systèmes d'intervention de la part le RAID, la BRI, le GIGN? Oui, bien sûr, il y a eu des défauts. Est-ce que le parquet national antiterroriste n'était pas une bonne idée? Je l'ai reprise à mon compte. Bref, toutes ces questions, pour moi, ne sont pas évitables. Elles doivent être traitées et je les traite. Là, vous venez de me parler des questions de sécurité et finalement, vous me parlez de l'IRA, des Brigades Rouges. Le phénomène djihadiste, qui est quand même pas exactement comme ETA, l'IRA, etc. Vous le définiriez comment, je veux dire, le phénomène djihadiste en France? Il y a une idéologie du fondamentalisme religieux qui se répand partout dans le monde. Partout dans le monde, donc aussi en France, là où un certain nombre de populations sont sensibles à cette idéologie. Il y a des phénomènes d'ailleurs assez différents. Si on prend les cas, la reconstitution de l'histoire de chacun de ceux qui ont participé, qui ont pris les armes contre la France, et qui sont des Français, on voit qu'il y a des gens qui, eux-mêmes devant l'imam Google, en quelque sorte, devant Internet, d'autres qui ont été embringués dans des réseaux, des troisièmes qui venaient de la délinquance de droit commun, qui se sont recyclés pour obtenir en quelque sorte la légitimité de faire usage de la violence. Bref, vous avez des parcours très différents, mais pour moi, c'est d'abord une sorte de capture du fondamentalisme religieux qui a légitimé le passage à l'acte. Donc, si vous voulez, nous avons à faire face à ce phénomène. Et donc, la société, pour moi, la meilleure riposte d'un pays qui est menacé comme le nôtre, c'est l'unité des Français. Je vais vous dire comment. Quand j'ai proposé le service national civil, militaire, humanitaire, mon idée était de dire nous avons besoin de faire France ensemble. Les Français ne se parlent pas. Oui, un creuset où les Français se croisent. Oui, se parlent, se croisent, s'entraident, se connaissent. Les Français sont dans des logiques de séparatisme territorial. Ils se séparent, ils ne se voient plus, ils ne se connaissent plus. Et les écoles sont elles-mêmes maintenant très territorialisées. Parfois, on a des homogénéités condamnables. Et donc, le service national a pour vertu de refaire France. Mais nous sommes le mercredi 11 janvier. Il y a 2 ans tout juste, 4 millions de Français marchaient pour dire non, pour dire leur horreur devant le massacre de journalistes, de dessinateurs qui avaient été tués pour ce qu'ils dessinaient. D'ailleurs, la semaine dernière, Riss, dans Charlie Hebdo, disait que c'était un crime politique. Ils ont été tués pour leurs idées politiques. Et puis, il y avait aussi l'attentat de l'Hypercacher, des gens qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Et il y a eu très peu de temps après, et encore aujourd'hui, des gens pour estimer que, après tout de même, des caricatures du prophète, c'était de la provocation, que tout de même, il fallait comprendre qu'il y avait des gens qui étaient stigmatisés. Vous-même, vous avez dit récemment, et je voudrais que vous m'expliquiez cette phrase, il ne faudrait pas que la laïcité soit utilisée pour stigmatiser une partie de la population. Je suis d'accord avec vous, et en même temps, est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, une partie de la gauche a plus un problème avec la laïcité qu'avec la question de population stigmatisée? Écoutez, pour moi, il faut tenir le point très durement du refus des 2 risques, des 2 écueils. Finalement, la laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est l'évacuation du champ de l'action politique, du service public, de l'action publique, de toute intrusion religieuse. Et quand un certain nombre de communautés, au nom de leur communautarisme, exigent des droits spéciaux qui sont contraires à la loi de la République générale, pour moi, ça n'est pas négociable, c'est impossible. Et c'est ce que j'appelle des accommodements qui, pour moi, doivent être rejetés, refusés très fermement, esprit ferme. Pourquoi ? C'est le fait de dire il est normal que dans certains cafés, les femmes ne puissent plus entrer parce que certains hommes l'auraient décidé. Pour moi, c'est une atteinte à l'esprit, j'allais dire, public, dans lequel nous avons conçu nos lois de la République de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le séparatisme dans certains quartiers, ça vous inquiète, ça vous gêne? Non seulement ça m'inquiète, mais il doit être combattu parce qu'il est non conforme à nos lois. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'à l'inverse, il y a aussi le fait que la laïcité pourrait être, parce que dans l'histoire des pères fondateurs de la loi de 1905, en contrepartie du refus de droits spéciaux ou des considérations religieuses
ou pseudo-religieuse pourrait prendre le pas sur la loi de la République. En contrepartie, la République s'interdit toute forme d'intrusion dans la liberté de conscience individuelle. Et pour moi, c'est cet équilibre qu'il faut tenir avec une espèce de rectitude de fil à plomb. Pourquoi ? Parce que la laïcité ne peut pas être un instrument à des fins de propagande électorale, par exemple. Elle doit être un outil de rassemblement des Français et donc de modération. Il y a eu un débat cet été sur le burkini, par exemple. Vous avez expliqué que pour vous, c'était une question subalterne. Vous voyez, vous me dites que vous êtes contre le séparatisme qui se manifeste dans certains quartiers. Le burkini n'est-il pas une forme de séparatisme affiché ? Je vais vous répondre très clairement. Différente. Je vais vous répondre très clairement. Pour moi, je suis choqué par le burkini et je désapprouve cette pratique. Parce que pour moi, elle porte atteinte à l'idée que je me fais de la femme. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai entendu qu'un président de la République, ancien président de la République, voulait changer la Constitution pour permettre l'interdiction par la loi de ces accoutrements de plage. Très bien. Admettons. Moi, je pense qu'à chaque fois que quelque chose vous choque, vous n'allez pas entrer en voie de législation. D'abord, pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas dans le champ de l'action publique, du service public, et donc vous déviez par rapport à la vision des pères fondateurs. Donc moi, je suis contre le voile à l'école pour les femmes mineures, mais je considère que le voile à l'université est parfaitement acceptable pour les femmes qui viennent écouter les cours, parce qu'elles n'ont pas de magistère public, elles n'exercent pas l'autorité publique, et elles ne sont pas en position d'influence, elles sont en position de liberté individuelle. Oui, enfin, donc, quand vous avez un professeur en université qui a une rangée entière de filles qui affichent pas seulement un voile, mais carrément l'abaya avec le chiffon noir ou marron, qui est un geste politique, là, j'imagine, je ne suis pas pour une loi, mais je pense que ça doit être très compliqué à gérer pour un professeur. Je dois vous dire qu'il y a toujours des provocations. Des provocations. Oui. Mais est-ce qu'il faut répondre à la provocation par la provocation ? Je ne le crois pas. En tout cas, pas par la loi. Mais en revanche, il faut pouvoir y répondre par l'affirmation qu'il y a des modes de vie en France. Mais il est normal que ces questions soient débattues, puisqu'il y a des marques qui sont exprimées. Moi, je vais vous dire une chose. La laïcité a pour but de rassembler les Français, c'est-à-dire de les unir dans le projet républicain commun qui est le nôtre et qui, quand même, sous ce toit quand même très vaste de la République, permet à tout le monde de vivre, travailler et de faire des projets ensemble. Je suis entièrement d'accord. Simplement... je suis content de vous convaincre, Madame Polony. Non, vous ne me convainquez pas dans le sens où nous nous rejoignons là-dessus et je pense en effet qu'il faut rassembler. Je suis parfois très inquiète d'entendre, par exemple, Vincent Peillon, la semaine dernière, expliquer que les musulmans sont traités en France comme l'étaient les juifs sous Vichy. Est-ce que vous souscrivez à ce genre de phrase ? Est-ce que vous ne pensez pas que ça fait naître du ressentiment ? Écoutez, il y a des comparaisons je crois qu'il a retiré son propos. Je crois qu'il a retiré son propos, d'après ce que j'ai compris. C'est un propos très courant à gauche, puisque Jean-Christophe Cambadélis avait tenu le même propos, puisque Jean-Luc Mélenchon a expliqué il y a quelque temps, cet été, que la France avait persécuté les juifs, les protestants et maintenant les musulmans. Est-ce qu'on peut comparer les persécutions pendant les dragonnades contre les protestants, les persécutions contre les juifs en 1940 et le fait de demander aux musulmans de respecter la laïcité, c'est-à-dire de ne pas afficher des signes extérieurs de religion, ou en tout cas de le faire avec discrétion, pour reprendre le mot de Jean-Pierre Chevènement. Vous citez Jean-Luc Mélenchon, Vincent Peillon, sur leurs propos, ce n'est pas le mien. Donc vous pensez que... Ce n'est pas le mien. On ne peut pas comparer cela. Est-ce que vous pensez que la gauche n'a pas souvent été un peu ambiguë sur ces questions-là ? Je ne vais pas vous parler de la gauche, je vais vous parler de ce que moi je propose. Moi, je propose une position très ferme et en même temps qui allie la fermeté et la liberté. C'est le seul moyen par lequel les Français pourront se remettre à faire des projets ensemble. Réouvrir le livre des guerres de religion, c'est, je crois, se lancer dans une aventure extrêmement dangereuse pour le pays. Il y a déjà quelques expériences dans son histoire. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français ont envie de vous entendre dans ce discours de fermeté et que très souvent, ces sujets-là ne sont pas abordés et que c'est peut-être pour ça que la gauche a perdu le peuple quand même depuis longtemps ? Madame Polony, je vous remercie de m'avoir permis de l'exprimer avec autant de clarté. Ça permet de me faire entendre. J'espère que vous aurez beaucoup de téléspectateurs. Eh bien, écoutez, j'espère qu'ils entendront et surtout que ce débat reviendra, en plus de celui sur la démondialisation, en plus de celui sur la souveraineté. J'y compte bien. Parce que je pense que c'est la seule façon d'essayer de sortir la France du marasme où elle est et de nous rassembler, en fait, puisque c'est évidemment le sujet qui nous occupe. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.